Je te souhaite la bienvenue aujourd'hui dans cette interview que je vais réaliser avec Luc Gégère qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Luc. Bonjour Siegfried. Luc qui est... Luc, tu vas te présenter parce qu'en général on se présente toujours mieux que quand c'est quelqu'un d'autre qui le fait. Donc je te laisse te présenter en quelques phrases. Je suis. Pareil, on parlait de. Mon audience, c'est surtout des personnes qualifiées de haut potentiel, donc je suis un petit peu parti de ce truc-là. Et ma problématique de base, c'est que j'étais hyper sensible et hyper timide. C'est-à-dire Hmm. que voilà, j'avais vraiment une grosse timidité maladive, incapable de parler devant trois personnes sans bafouiller, encore moins d'aborder une fille. Alors là, c'était même pas en rêve. Enfin, là, c'était vraiment très handicapant. Et à partir de l'âge de 16 ans, j'ai commencé à travailler sur moi et à chercher des solutions pour arriver à me sortir de ça. Donc, c'était à l'époque, aller voir un thérapeute, c'était un peu pour les fous. Enfin, en tout cas, dans mon imaginaire, ça se faisait pas d'aller voir un Mhm. thérapeute. Donc, j'allais me former à différentes techniques thérapeutiques. À peu près tous les ans, j'allais faire un nouveau stage, un nouveau truc. Et donc, depuis l'âge de 16 ans jusqu'à encore actuellement, donc j'ai accumulé vraiment beaucoup de techniques qui me permettaient au fur et à mesure d'améliorer un peu les choses, mais c'était toujours très compliqué, jusqu'au jour où, pratiquement du jour au lendemain, ça a switché. Et du coup, entre-temps, je suis devenu thérapeute. J'ai aussi donc écrit quelques livres. Et donc, j'ai créé cette méthode NERTI, donc nettoyage émotionnel rapide des traumatismes inconscients, à partir de mon expérience et en faisant une synthèse un peu de toutes les choses que j'avais trouvées dans ma vie. J'ai créé maintenant une autothérapie en ligne où j'enseigne aux gens cette technique pour qu'ils puissent eux-mêmes se débrouiller par eux-mêmes et se libérer. En gros, Ok. ce que j'aurais rêvé, moi, de trouver à l'époque, quand j'étais super timide, j'aurais rêvé que quelqu'un me dise: ah bah voilà, j'ai trouvé la solution, t'apprends ça et tu te débrouilles. Et ben voilà, c'est ce que je voulais et je l'ai créé. C'est la question que j'allais te poser. Quel était le blocage que tu as rencontré qui t'a amené jusque-là? Mais tu l'as très bien expliqué. Donc, tu étais plus jeune, tu étais timide, tu avais du mal à aborder les gens, notamment les filles, comme tu disais. Donc, Ouais. en découvrant cette libération des blocages, comme tu le dis, ça t'a, toi, déjà personnellement aidé, on va dire. Ah bah le premier que ça a aidé, c'est moi, ouais, effectivement. Et alors après, ce qui est drôle, c'est que ça, j'ai enlevé le blocage, mais j'étais toujours mauvais en prise de parole en public, en discussion, des trucs comme ça. Donc après, il a fallu que j'apprenne à aller sur le tard. Donc ça a commencé quand j'avais 44 ans. Donc voilà, ça a mis des- j'ai dû retravailler après, prendre des cours de diction, faire des Toastmasters, des trucs, enfin, pour arriver à Mhm. devenir bon en prise de parole, pour pouvoir justement. L'intérêt surtout, c'était que je voulais pouvoir parler de ce que je suis en train de faire là avec toi, ce que je suis en train de faire une conférence, une interview, ou quand j'ai des interviews télé ou des choses comme ça, de pouvoir être à l'aise, de pouvoir faire passer ce message, faire passer cette découverte que j'ai faite et si moi je l'avais faite et qu'elle reste dans mon coin, ça n'a pas Mhm. beaucoup d'intérêt. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que ça puisse profiter à un maximum de personnes qui sont dans les mêmes galères que moi j'avais à l'époque et qui veulent s'en sortir. Ok. Et qu'est-ce que tu as essayé avant de créer la méthode NERTI? Qu'est-ce que tu as essayé avant qui n'a pas fonctionné pour justement te libérer des blocages? En fait, tout a un petit peu fonctionné, sauf que c'était pas au bon étage du cerveau. En Ah, fait, explique-nous pour, alors. en gros, la plupart des techniques vont travailler au niveau du cerveau mental et du cerveau émotionnel. Alors, pour comprendre un peu, pour moi, enfin, il y a trois étages du cerveau principaux. Bon, après, c'est bien plus complexe que ça et bien plus interagissant les uns avec les autres, hein, Mhm. évidemment. Mais juste pour que ça soit facile à comprendre, on va dire qu'il y a le cerveau mental, qui est donc les pensées, les idées, les croyances, les, tous les raisonnements, tout ce qui travaille avec les mots, en fait. Mhm. Et cette partie-là du cerveau, donc on peut travailler avec, par exemple, de la PNL, avec de l'analyse transactionnelle, avec des choses comme ça, des outils comme ça qui vont travailler sur le raisonnement, sur la logique des choses, quelque part. Et effectivement, il y a certaines peurs qui sont liées à des choses logiques. Par exemple, on a expérimenté, enfin, on s'est rendu compte qu'une personne, enfin, par exemple, qui a eu un jour
quelqu'un qui t'a dit qu'il y avait beaucoup d'accidents à tel endroit, on te l'a dit une fois, 2 fois, 3 fois, bah quand tu y vas, tu vois, t'es moyen, quoi. Oui, il y a une appréhension dessus, là. Voilà, parce qu'on t'a raconté l'histoire. Après, toi, si tu y vas et qu'il se passe rien, une fois, 2 fois, 3 fois, bah tu fais un autre raisonnement, tu dis bah non, finalement, c'est pas dangereux. Ok. Tu vois. Et donc ça, c'est assez facile à gérer quand c'est une peur qui est à ce niveau-là. Mais des fois, tu as beau savoir, par exemple, que les araignées sont pas dangereuses, t'as beau le savoir, t'as beau savoir que l'avion, c'est le moyen le plus sûr du monde pour te déplacer. N'empêche que celui qui a peur, on peut lui raconter toutes les statistiques, tous les raisonnements du monde, ça marche pas. Oui, C'est-à-dire qu'il y a une partie du cerveau qui prend le contrôle. Donc c'est des peurs irrationnelles, en fait. Il n'y a pas de rationalisation là-dedans, en fait. Ouais. C'est ça. Et donc, au niveau des peurs irrationnelles, il y a encore un autre niveau, c'est donc les peurs émotionnelles. C'est-à-dire qu'ils sont liés avec le cerveau émotionnel, le cerveau limbique, qui lui marche par association émotionnelle. C'est-à-dire qu'il a associé une situation avec un état émotionnel. Par exemple, quelqu'un qu'on aime bien, c'est quelqu'un en général avec qui on a eu du plaisir. Donc on a associé un état de plaisir à cette personne-là. Et si un jour tu as quelqu'un qui, mettons, il est habillé n'importe quoi, il est habillé en vert, et il arrive près de toi et bam, il fout une grande tarte. Ce qui s'est passé, t'es là, et quoi. Et donc, la fois d'après, tu vois repasser un mec habillé tout en vert, tu sais, t'es là, on sait jamais. Il y a un réflexe naturel, là, ouais. T'as fait une association, pas logique du tout, enfin juste associative. T'as pas de raisonnement, t'as rien, t'es juste une association. Et si le mec, de nouveau, il est agressif, là, tu vas faire une généralisation. Tu vas dire, tous les mecs en vert, faire gaffe. On a un petit peu le même réflexe comme ça avec les mecs qui ont un képi et un sifflet aussi. On a des réactions voilà, un peu par exemple, avec parce ça ils sont vraiment sympas, tu vois. Effectivement. Et donc, le truc, c'est que c'est une association émotionnelle. Donc, si la fois d'après, t'as un mec en vert, de nouveau, et qui se comporte plus sympa, une fois, 2 fois, 3 fois, tu vas de nouveau associer un truc sympa avec des mecs en vert. Tu vois, et c'est... Donc là, c'est juste une association émotionnelle. Donc il y a par exemple des gens comme ça qui ont des peurs. On parle de la peur de l'araignée tout à l'heure. Ils ont vu leur mère qui sursautait quand elle voyait une araignée. Ça leur a fait peur. Du coup, ils ont associé la peur à l'araignée. Mais du coup, quand ils vont eux-mêmes se confronter à l'araignée, ils ont peur au début. Puis s'ils se confrontent encore un peu plus, ils s'approchent et ils se calment, ainsi de suite. On appelle les thérapies de confrontation. À ce moment-là, au fur et à mesure, ça va tomber. Et au bout d'un moment, il va se rendre compte qu'en fait, il n'y a pas de danger et qu'il n'y a rien. D'accord. Donc, il n'aura plus peur des araignées. Donc ça, c'est quand c'est au niveau émotionnel. Mais il y a des gens, ils vont s'approcher, ils vont essayer de se calmer, ils vont essayer de s'approcher, ils vont se calmer, et puis en fait, ils ne se calment pas. Et ils vont essayer de plus en plus. Et dès qu'ils arrêtent de faire ça, c'est pour ça qu'il y a des associations, par exemple, de gens qui vont se confronter aux ascenseurs en même temps, qui vont faire des trucs comme ça, parce qu'en fait, ça ne tient pas. D'accord. Il y a une autre partie du cerveau encore plus primitive, encore plus irrationnelle, qui se déclenche. Et cette partie plus primitive, plus irrationnelle, c'est la partie instinctive du cerveau, la partie reptilienne. D'accord. Et ce cerveau reptilien, lui, en fait, il croit que tu es en danger de mort quand tu t'approches de cette araignée. Pourquoi il croit ça? Parce qu'il a une association entre la forme de l'araignée et une mémoire traumatique, une mémoire d'un moment où on est tombé dans les pommes, réellement. D'accord, ouais. Ça paraît un peu fou, hein. On comprend pas trop le rapport, mais en fait, il n'y a pas de rapport. Des micro-pertes de conscience, quoi, ouais, c'est ça. C'est ça. Micro-pertes de conscience en général, qui peuvent se passer, par exemple, en intra-utérin, à la naissance ou dans la toute petite enfance, la plupart du temps. Oui. Et cette micro-perte de conscience, par exemple, ça peut être tout simplement un enfant qui apprend à marcher, il se rate, il se cogne la tête par terre, micro-perte de connaissance d'un dixième de seconde, personne ne le voit, sauf que pour le cerveau reptilien, cette perte de connaissance, elle dit j'ai failli mourir. Je suis en danger de mort. Donc en fait, il n'y a pas de nuance pour lui. À partir du moment où il va avoir le déclencheur, comme tu disais tout à l'heure, de l'araignée, il va pas dire peut-être qu'il y a danger de mort, il va dire il y a un danger de mort maintenant. Voilà. Exactement, c'est ça. Ouais. Et il a effectivement, comme tu dis, zéro nuance. C'est-à-dire que lui, c'est noir ou blanc. C'est vie ou mort. Et donc, du coup, il envoie tout de suite l'alarme, danger de mort. Et donc toi, avec toute ta force, tu essayes de tenir et de dire
non, mais il n'y a pas de mort, il n'y a pas de danger, hein. Mais n'empêche que tu te bats contre quelque chose au fond de toi. Ouais. Et moi, par rapport à la timidité, c'est exactement ce qui se passait. C'est-à-dire que toutes les techniques que j'avais utilisées, justement d'approche, parce qu'en fait, moi, j'étais contrephobique. C'est-à-dire que j'avais fait une liste de toutes les choses qui me faisaient peur et je les avais classées par ordre de difficulté, de la plus facile à la plus difficile. Les dernières, c'était faire du théâtre, faire des trucs comme ça. Et les premières, que j'ai réussi finalement, et je me souviens, la toute première, ça paraît débile maintenant, hein, mais c'était d'oser aller demander du pain à la boulangerie. Ah oui, ah oui. Ça paraît, aujourd'hui, ça me fait rire, quoi. Enfin, tu sais, je me dis, mais comment c'est possible, quoi. Mais c'était ça, quoi. Et des fois, je faisais 3-4 fois dans la même journée, je me confrontais, j'allais en me forçant, et des fois, j'hésitais pendant un quart d'heure dans la boulangerie, je me barrais en courant, je revenais à un autre moment, et j'allais m'acheter, donc je faisais toutes les boulangeries du coin. Et pour simplement oser aller demander du pain à la boulangerie, quoi. C'était dingue. Après, je me rappelle, la deuxième, c'était de demander du pain et de changer d'avis et de demander un gros pain à la place. Oh là, alors là, c'est grande difficulté, c'est de pouvoir dire non, c'est ça. Dire non. Non, je veux pas ça, je veux ça, oui. Ouais. C'est ça. Et là, c'était waouh! Je sais pas, j'ai dû mettre 3 mois à arriver à faire ça. Enfin, Ouais. Donc en fait, comme j'étais contrephobique, j'allais contre ce truc-là. Donc du coup, je prenais le contrôle. Mais il y avait toujours l'alarme en dessous. Mhm. Donc, il y avait toujours la boule au ventre, il y avait toujours le truc, dans n'importe quelle situation sociale. Même, après, j'ai même fait des conférences devant quelques dizaines de personnes à l'époque, où je donnais des formations. J'étais toujours à l'intérieur. Moyennement. Il y avait une charge émotionnelle derrière, oui. Ouais, il y avait un sac à dos d'émotions. Quand j'étais en forme, ça allait. Mais le jour où j'étais fatigué, le jour où j'étais stressé, le jour où on m'attaquait un petit peu, je me retrouvais de nouveau coincé, incapable de parler, en train de suer, en train de rougir, de trembler, de ne plus trouver mes mots. Enfin voilà, c'était juste. Et tout ça, ça a duré jusqu'à ce que je trouve comment aller expliquer au cerveau reptilien qu'en fait, il n'y avait pas danger de mort. C'est bon, ça a basculé pour moi. Quand je faisais à 44 ans. Voilà, d'un seul coup, pouf, je me suis retrouvé dans une situation, en fait, c'était un festival de piano près de chez moi, dans lequel il y avait un des artistes qui faisait un cours d'improvisation en piano en public. Ok. Et moi, toujours avec cette idée de me forcer, je me suis dit, allez, je lève la main, je vais faire le beau. Et je me disais, bon, comme d'habitude, je vais avoir le cœur qui bat, je vais suer un petit peu, mais je vais faire ce que je faisais tout le temps, je frimais, j'en faisais des tonnes pour masquer en fait Pour masquer la peur derrière, oui. Voilà. Et j'y suis allé, et là, ce qui était marrant, c'est que je me suis dit, putain, mais là, il se passe pas grand-chose. Je suis pas trop fait gaffe sur le moment. Et après, c'est quand j'ai joué, et donc il m'a expliqué comment jouer, donc je savais pas du tout jouer de piano à l'époque. Ah oui, en plus, difficulté du piano en plus, quoi, donc ouais, c'était pas... Ah ouais. Et là, il m'a expliqué comment faire, et le truc qui s'est passé, qui était vraiment bizarre, c'est que j'ai oublié le public. Ça, en tant que timide, c'est un truc, c'est no way, quoi. Jamais de la vie. Ça existe pas. T'as l'impression que les gens, ils te touchent avec leur regard, quoi, tu sais, donc... Et c'est quand je me suis ouvert les yeux, enfin, j'ai pas ouvert les yeux, j'avais les yeux ouverts, mais quand j'ai regardé comme ça et que je me suis rendu compte qu'il y avait 50 paires d'yeux qui étaient en train de me regarder, on sent, qu'est-ce qui s'est passé, quoi. Et comme j'étais déjà thérapeute en cabinet, parce que du coup j'étais devenu thérapeute, comme j'étais devenu, à force de travailler sur plein de choses, les gens ils avaient un problème, ils disaient, va voir Luc. Va voir Luc, il a essayé plein de choses, oui. Donc du coup j'étais devenu un référence, du coup j'en ai fait mon métier, quoi, parce que je me suis dit, à force de donner des conseils, je vais peut-être me faire payer pour le faire. J'ai monté mon cabinet. Donc comme j'avais déjà mon cabinet, j'ai commencé à tester en cabinet ce que j'avais cru expérimenter par moi-même. Alors des fois ça marchait, des fois ça marchait pas. Je trouvais pas vraiment ce qui faisait, jusqu'au jour où j'ai compris l'histoire du verrou émotionnel, c'est-à-dire ce que je te parlais tout à l'heure de cette histoire de perte de connaissance. En fait, j'ai compris que quand on passait dans les sensations du corps, dans ce moment de perte de connaissance, et qu'on n'était pas en train de perdre réellement en connaissance, donc en fait, le cerveau reptilien, il fait une nouvelle compréhension, une nouvelle expérience. Et comme il est, comme tu disais tout à l'heure, très basique, qu'il est on ou off, il dit, je suis en train de mourir parce que je suis en train de perdre connaissance, puis en même temps, il se dit, non, je ne perds pas connaissance,
ah bah je suis en train de mourir, mais je perds connaissance. Bah non, je suis pas en train de mourir. Puis au bout d'un moment, il arrive au bout du truc. Il dit bah non, je suis pas mort. Bon bah voilà. Donc j'arrête de réagir. Il n'y a pas danger de mort. Oui, il y a vraiment il y a un switch qui se produit inconsciemment sur la réaction émotionnelle. Ouais. C'est ça. Et instantanément, il arrête de réagir. C'est fini. Donc en fait, c'est une thérapie brève en fait. C'est court. Ah, ultra brève, ouais, c'est instantané. Enfin, le temps efficace, il dure 30 secondes à quelques minutes. Mm-hmm. Après, des fois, la difficulté, c'est d'aller trouver ce moment-là. C'est là où des fois, ça dure un peu plus longtemps. Mais... D'arriver à toucher aussi loin, justement, le vrai problème qu'il y a au fond, alors. Ouais, c'est ça. Parce que souvent, ce problème, cette perte de connaissance, elle est complètement occultée et on n'en a absolument pas conscience. La seule mémoire qui soit, elle est dans le corps, dans les sensations du corps. Et souvent, les gens confondent ce moment, donc, que moi j'appelle le codant, en fait, c'est la perte de connaissance, c'est ce que j'appelle l'événement codant, ce qui a codé la réactivité, avec l'événement déclencheur qui peut se passer à n'importe quel moment de la vie. Des fois, c'est tout petit, donc du coup, tu es timide d'entrée de jeu, ou tu as tes phobies d'entrée de jeu. Mais des fois, il y a des gens qui vont déclencher des phobies à 30 ans, 40 ans. Je connais des personnes, notamment des phobies de l'avion, qui sont déclenchées alors que le mec, il était voyageur de commerce, il prenait l'avion 3 fois par semaine pendant 10 ans. Et un coup du jour au lendemain, pouf, il se fait une attaque de panique dans un avion, il déclenche une phobie. D'accord, donc il a redéclenché l'événement, enfin ce que tu disais, le codant par rapport à ça. Parce qu'en fait, le codant, souvent, il est occulté, il est bien planqué. Alors, des fois, les gens, on sent quand même que c'est des situations où ils ne se sentent pas super à l'aise. Donc, le mec, il dit, bon, je ne me sentais pas toujours super à l'aise dans l'avion, mais rien de très grave, quoi. Il y a toujours une petite inquiétude, mais c'est pas grave. Et du jour au lendemain, en fait, il y a eu quelque chose qui a ressemblé un petit peu trop, où il était un peu trop fatigué ou un peu trop stressé ce jour-là. Et du coup, l'association entre ce qui était occulté, cette mémoire traumatique occultée, et la situation présente a été suffisamment puissante pour faire que ça ouvre la mémoire traumatique. Elle se désoccupe. D'accord. Ouais. Il est devenu actif. Et là, le mec, du jour au lendemain, il se retrouve avec une phobie de l'avion, attaque de panique chaque fois qu'il prend un avion. Enfin, oui, il peut prendre l'avion. Et ça peut arriver à n'importe quel âge. Alors, sur quel type de problématique on peut jouer avec la méthode NERTIS? Est-ce que ça touche uniquement des phobies, comme tu as dit, vraiment des phobies, pardon, pas des fourmis, mais des phobies réelles comme la peur de l'avion, de l'araignée, du serpent, etc. Ou est-ce qu'on peut aller plus loin dans certaines phobies, dans certains traumatismes, comme par exemple, je dis n'importe quoi, un exemple sorti du chapeau, une enfance douloureuse, une relation avec un parent qui s'est mal passée. Est-ce que ça peut aussi influencer ce type de comportement? Ça peut très souvent, parce que quand on a eu ce genre de difficultés, normalement, ça devrait se résoudre au fil du temps. Mais des fois, on se rend compte que ça ne se résout pas du tout. Quel que soit, ça fait 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, et le truc, il est toujours aussi problématique. Ça veut dire qu'en général, c'est pas le problème réel, c'est que le problème il est en résonance avec une mémoire traumatique en dessous. D'accord. Et comme tu résous pas cette mémoire traumatique, puisque tu n'y as pas accès, bah, tu as beau essayer de résoudre ce problème-là, c'est des gens qui vont te dire ouais, mais ce problème, ça fait 10 fois que je le travaille, le truc avec mon père, la relation avec mon père, ça fait 20 fois que je le travaille, le syndrome d'abandon ou de rejet, ça fait 10 ans que je bosse dessus, je pensais que c'était réglé, et boum, ça revient. Ouais, des trucs comme ça. Donc, il y a effectivement des problématiques, comme aussi des deuils qui se font pas. Il y a aussi, je disais, toutes les blessures émotionnelles aussi, sur lesquelles ça donne des très bons résultats. Et puis, des fois, des choses plus simples, et qu'on pense être notre personnalité. C'est-à-dire qu'on dit, par exemple, moi, je supporte pas que les gens soient en retard. Voilà. Et on trouve ça normal. On dit, bah voilà, moi je suis comme ça. Sauf qu'en fait, c'est pas normal. c'est pathologique. Et pareil, je déteste telle chose, ou j'aime pas ça, ou voilà. Et souvent, c'est pas notre vraie personnalité, c'est juste de l'hyperréactivité. Alors, déjà, ça nous pourrit un peu la vie, mais surtout, ce qui est plus grave, c'est que ça masque notre vraie personnalité. Ah oui, d'accord. Tu veux dire qu'en fait, cette réaction comportementale qu'on a, elle est liée justement à ce problème de ce codage qu'on a eu qui fait qu'on ne se comporte pas comme on devrait se comporter. Ouais. Exactement. Et du coup, on ne peut pas exprimer son plein potentiel. Et
travaille aussi, par exemple, avec des entrepreneurs qui plafonnent, par exemple, Mhm. qui ont des résultats, puis ils se rendent compte qu'ils plafonnent, alors que techniquement, il n'y a pas de raison qu'ils plafonnent. Mais en fait, c'est Mhm. parce que dans la tête, ils ne peuvent pas aller plus loin. Mhm. Ils ont des blocages divers et variés. Pareil, des croyances par rapport à l'argent, des croyances par rapport à... Alors, si les gens, ils vont travailler dessus intellectuellement, des fois, ça va marcher, c'est génial, super, mais des fois, non. Des Mhm. fois, ils ont pour avoir travaillé dessus 5 fois, 10 fois, 15 fois, ça marche pas. Donc, dans ce cas-là, NERTI va en général beaucoup les aider parce que ça va aller à la source de la réactivité. Oui, parce qu'on va pas seulement toucher. Parce que c'est vrai que parfois, consciemment, on peut se dire, ça y est, je trouve la cause de mon problème. Donc, par exemple, tu parlais de l'argent. Ouais, Effectivement, mes parents disaient que l'argent, c'était que des pourris qu'il y en avait, tout ça. Donc, consciemment, ouais, on a trouvé la solution, mais on n'a pas libéré la charge émotionnelle qu'il y avait dessous, par exemple. c'est Donc, ça, c'est vrai que c'est consciemment, ça. on peut se dire, c'est bon, j'ai trouvé la solution, donc c'est bon, je suis libéré. Mais il n'y a Ouais, toujours pas de résultat. Et donc, toi, tu dis qu'en fait, c'est parce que la personne n'est pas allée à la source du problème, la source émotionnelle du problème. exactement. Ouais. Ok. Et souvent, ce qui se passe quand les gens font ce travail-là, c'est que du coup, ils vont arriver à pousser un peu plus loin la limite. Mhm. C'est-à-dire que jusque-là, ils arrivaient à gagner, je sais pas, quelques milliers d'euros par mois, et puis d'un coup, ils vont arriver à 10 000. Mhm. Mais c'est là où ça va commencer de nouveau. D'accord. Et, et même en retravaillant sur la même chose, ils vont dire, bah ouais, mais j'arrive pas, là, je coince. Mhm. Que c'est un problème qui est plus profond. Alors, il était alimenté par effectivement les parents, mais comme c'était pas la source, le Mhm. fait d'enlever les parents, ça a enlevé une partie de la puissance, mais il reste encore celle qui est plus profonde. Celle qui est plus profonde, d'accord. Alors, dans le sujet qui nous intéresse, puisqu'ici on parle de haut potentiel intellectuel et de potentiel émotionnel, Ouais, souvent ce sont des personnes qui ont, qui ont eu un passé dans leur vie où en général ils ont été un petit peu dévalorisés, ou alors on les a jamais bien compris, ou alors ils se sont toujours sentis différents, mal, parfois ils se sont crus fous. Est-ce que le NERTI peut avoir un impact surtout pour positif? les extraterrestres aussi. Pour les extraterrestres aussi, oui, tout à Ah fait. oui, ouais, je sais. Ouais, dire, mais j'habite pas sur cette planète, c'est pas possible, je suis pas dans Je suis dans un film, on va me ramener chez moi après où je serai bien, mais là je suis pas bien là. ça. Alors, ça va travailler sur toutes les réactivités qu'ils ont, enfin, qui exacerbent leurs problématiques. Mhm. C'est-à-dire que souvent, effectivement, en tant qu'au potentiel, il y a l'hypersensibilité, il y a la compréhension, le fonctionnement du cerveau qui est différent, effectivement. Il y a des choses qui se passent différemment. Et le fait de se sentir mal de ça, on va pouvoir travailler sur le fait de se sentir mal de ça. Mhm. D'accord. Mais après, sur le fait d'être en haut potentiel, c'est pas une maladie. C'est pas Heureusement. pathologique. Voilà. Heureusement. C'est juste un fonctionnement particulier, comme il y a des gauchers et des droitiers. C'est pas Mhm. pareil, quoi. C'est juste, et c'est pas moins bien d'être un gaucher ou ni moins bien d'être un droitier. C'est Mhm. juste différent. Et donc, ni l'un ni l'autre n'est pathologique. Alors, prenons un exemple concret. J'ai souvent des personnes qui me disent, Siegfried, je viens de découvrir que je suis au potentiel, mais Ouais. par contre, on m'a toujours dit à l'école que j'étais nul en maths, nul en histoire, que j'étais bon à rien, tout ça. Donc aujourd'hui, moi, si on me demande de faire un calcul intellectuel, c'est même pas la peine parce qu'en fait, je suis nul. C'est Est-ce qu'il n'y ça. aurait pas un travail à faire, par exemple, sur ce style de blocage émotionnel Tout à qui fait. viennent d'autre chose, pour justement libérer les gens et, comme tu le disais, qu'ils puissent s'exprimer avec leur plein potentiel? C'est ça, tout à fait. Et donc, c'est exactement ça. C'est-à-dire que on va pouvoir travailler sur la charge émotionnelle qui correspond à ses croyances, le fait de se dire qu'on est nul et en fait, d'enlever ça. Moi, par exemple, j'étais une brêle en français, j'ai eu 3 au bac en maths, et après, maintenant, j'écris des bouquins. Donc, tu dis, et qui sont publiés, toi. Donc, tu dis, bon, c'est quand même, il y a un truc. Mais parce que effectivement, j'ai libéré, en travaillant sur moi, tous ces blocages, toutes ces croyances, tous ces trucs qui me disaient, t'es nul, quoi. T'es pas Mhm. capable d'aligner 3 phrases sans faire 4 fautes d'orthographe. Et qui t'empêchait de T'as prendre la pas de parole en raisonnement. public, ouais, qui t'empêchait de prendre la parole en public, ou alors qui te En plus, déstabilisait en public, ouais, ouais. voilà, c'est ça. Donc, du coup, après, ce qui est bien avec NERTI, c'est que tu vas pouvoir travailler. Dès que tu as une situation qui te génère une émotion, mais tu n'as pas besoin de savoir d'où ça vient, d'aller chercher le pourquoi, du comment, de l'histoire. Tu as juste à enclencher le protocole Mhm. sur le moment que tu es en train de vivre qui est désagréable. Et Ok. après, juste après, donc dans les minutes qui suivent, tu vas
directement te rendre compte que ah bah ouais tiens c'est différent quoi. La même situation, ah bah elle me génère plus de problème. Ok, après par exemple les gens vont te dire que t'es nul, ils vont continuer à te dire que t'es nul. Pas t'en foutre. Et ouais bah c'est ton problème si tu crois ça, bah tu crois ça quoi. C'est ta vie. Ça me concerne pas. Alors justement, tu parles de protocole. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça se passe une séance de NIRTI, sans rentrer dans les détails, sans déflorer la séance en elle-même, mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'on y fait? Est-ce qu'on se met à faire des chants? Est-ce qu'on allume de l'encens? C'est quoi? Non, pas du tout. Comme je te parlais tout à l'heure, On s'arrête au milieu de cette interview. Bien oui, pour la rendre un petit peu plus digeste, nous avons divisé cette interview en 2 parties. Et pour découvrir la seconde partie, il te suffit tout simplement de suivre le lien qui est en description de cette vidéo ou du podcast, ou dans la petite vidéo qui doit s'afficher quelque part sur l'écran situé sur YouTube. Et ça te permettra de découvrir la suite de cette interview. N'oublie pas bien sûr de mettre un like, de partager cette vidéo à quelqu'un que ça pourrait aider, et de télécharger une première formation offerte pour bien t'épanouir avec ta douance ou ta singularité. On se retrouve tout de suite maintenant dans la seconde partie de l'interview.